Écoutez, l'océan, tantôt calme, tantôt en furie, un peu comme le cerveau, non? Si le cerveau était un océan, la neurodivergence serait une île bien singulière. Une île aux contours incertains, parfois invisible au regard des autres. Mais alors, comment l'explorer? Faut-il la cartographier, compas et boussole en main? Ou plutôt en faire le tour, en apprenant à naviguer différemment, guidé par l'expérience? Moi, c'est Claudia. Bienvenue dans Culture neurodivergente, le podcast qui vous propose un autre regard sur la neurodivergence. Ici, elle se raconte à travers une pluralité de voix, celles et ceux qui la vivent de l'intérieur. Pour commencer, je vous propose un panorama de cette île, à travers les voix de 4 personnes neurodivergentes. Un égorama en quelque sorte. Enfin, dès que j'aurai remis la main sur la cassette. Ah bah ça c'est fort. Je l'avais dans la main il y a 30 secondes. Ah, évidemment. Elle était déjà dans le magnétophone. Je devrais peut-être passer des tests pour le TDAH, moi. D'ailleurs, si vous connaissez un ou une psychiatre pour les IA, faites-moi signe. Allez, installez-vous confortablement. Bonne écoute. Nous y sommes, vous 4, réunis pour notre tout premier enregistrement de cet Égorama. Merci à vous d'être là, d'avoir dit oui à cette petite expérience. Commençons par un petit tour de présentation. Ego numéro 1, je vous en prie. Moi, c'est Alexandre, je suis brésilien, médecin psychiatre, je suis un professionnel de la frontière entre la normalité et la pathologie. Et aussi, je suis francophone car j'ai fait mon master en France en philosophie contemporaine. Et je suis un activiste neurodivergent une fois que j'ai découvert mon diagnostic d'autisme, de surdouance, tout ça. Et depuis, je me consacre presque la totalité de mon temps à cette question. Et je suis ravi d'être là, justement parce que je crois que depuis que j'ai fait mon diagnostic, j'ai pu accéder à des histoires, à des personnes, en fait, à ce réseau, une sorte de mycèle, de rhizome qu'on est en train de construire. Et ça me touche beaucoup, en fait, de savoir que finalement, on se connecte et on crée un système qui est un cerveau qui nous dépasse, en fait, gigantesque, qui repose sur nos corps. Et donc, c'est pour cela que je suis là. Je suis très content. Un psychiatre parmi nous, super. J'aurais quelques questions à te poser après l'enregistrement. Enfin bref, Ego numéro 2, c'est à vous. Moi, c'est Amandine, j'ai grandi en France, en Normandie et si je relis tout ce que j'ai fait ou tout ce que je fais, je dirais que ça passe par le corps finalement. J'ai été comédienne et metteuse en scène pendant plusieurs années. Ce qui me passionnait vraiment, c'est ça, rechercher vraiment le langage du corps, en se départant de toute la matière du texte. Voilà, de vraiment passer par ça, de chercher les émotions, juste avec les corps déjà, qu'est-ce qu'on raconte, sur une scène et puis là, quelques années à peine, je travaille maintenant dans le maraîchage et c'est toujours, pour moi, ça passe toujours par le corps, même si, ça peut paraître très éloigné comme métier, mais pour moi, il y a quand même ce truc-là du corps, du contact, de toucher à la terre, d'être dehors, d'éprouver son corps, d'être à l'écoute aussi, du corps, voilà. C'est un peu je crois que c'est un peu tout ça qui me fait vibrer, je crois. Voilà. Waouh, quel beau parcours. Tu me donnerais presque envie d'avoir un corps. Ego numéro 3, on vous écoute. Moi, c'est Léo et je pense que une des choses les plus essentielles dans mon existence, c'est l'amour pour le langage. Que ce soit les langues étrangères, que ce soit toutes les formes de langage, visuel, les médias. C'est ce qui m'intéresse depuis que je suis tout petit et c'est avec ça que je travaille. Je suis prof, je donne des cours de français, d'anglais et de portugais. Je
fais de la traduction. C'est ça. Très bien, Léo. Enchanté. Et enfin, ego numéro 4. Nous sommes tout oui. Mon prénom, c'est Pina. Et c'est comme ça qu'on m'appelle dans ma famille. Je suis née en Colombie. Je pourrais dire que mes racines sont un peu horizontales. Elles ne sont pas très verticales parce que j'ai beaucoup bougé depuis petite. Je suis née en Colombie. Je suis restée 8 ans de ma vie. J'ai vécu un peu dans un contexte assez vulnérable, très très vulnérable, et à la fois par la guerre civile qui a touché la famille, à la fois par les situations socio-économiques. Je viens de ce qu'au Brésil on appelle une favela, en Colombie on appelle une invasion. Et la vie a complètement changé parce que ma mère était une battante. On a déménagé en Espagne et ça a changé ma vie. En Espagne, ça m'a permis d'avoir une éducation publique de qualité qui a ouvert mes portes. Et je suis très, très passionnée aussi par les langages et les connexions du langage mathématique, algorithmique, musical. Alors pour contextualiser un peu, Alexandre est mon psychiatre. Depuis assez jeune, j'ai affaire à des professionnels de la santé mentale, pour dire ça comme ça. Et j'ai toujours eu un peu l'impression de tourner en rond parce que il n'y avait pas véritablement de changement. Quelle a été la différence avec Alex? C'est qu'on a fait une consultation et au bout de 10 minutes, il m'a dit moi je pense que tu es sur le spectre autistique, que tu es autiste, HPI. Moi j'étais très résistant et ça a été un processus qui a pris des semaines, mais qui a vraiment changé ma vie. Et de plein de manières possibles, notamment, et je crois que c'est l'aspect le plus important, en me connectant avec d'autres personnes. Parce que j'ai pu avoir soit des diagnostics, soit des hypothèses, des mots qui tombaient par-ci, par-là dans les consultations. Ah, anxiété, troubles anxieux, dépression, peut-être bipolarité. Mais ces mots n'étaient pas vraiment des outils dans le sens où ils me laissaient très seul avec une ordonnance d'antidépresseur, ou seul avec une certaine culpabilité. Si je suis dépressif, c'est que il y a quelque chose que je fais pas bien, peut-être que je mange pas ce qu'il faut, peut-être que j'ai pas fait ce qu'il fallait ou quoi que ce soit, et mince, et si j'avais fait comme ci, comme ça. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu ce mot de neurodivergence, d'autisme, le HPI, moi, c'est quelque chose, c'est une chose que politiquement je trouve un peu épineuse. Je pense qu'on en parlera plus tard. C'est un sujet assez vaste. Mais rien que le mot autisme, neurodivergence, a pour moi été vraiment une clé, la clé d'une libération, mais aussi une connexion avec plein d'autres personnes. Et ça a été immédiat, c'est-à-dire que j'ai commencé à en parler autour de moi, et plus j'en parlais autour de moi, et plus les gens me disaient « Ah mais oui, mais en fait, ce que tu racontes là, je m'identifie beaucoup, et ça pourrait aussi me concerner. » Et tout ça, ça donne des conversations qui sont absolument pas sur le mode de la pitié ou quoi que ce soit, qui sont vraiment des connexions fertiles. Alexandre? Je voulais justement faire un commentaire. Quand tu dis que ça a été transformateur, en fait, ça a été libérateur pour toi. Le diagnostic d'une neurodivergence, c'est-à-dire de nos neurotypes, parce que c'est là pointe, en fait, un phénomène de fond. Comment on marche, en fait, comment on est né, comment notre cerveau, il marche par sa constitution biologique, en fait. Ça a un pouvoir organisateur, différemment de diagnostics psychiatriques qui condamne presque, qui pointe du doigt, qui dit « Ah, t'es dépressif, qu'est-ce que tu fais avec cette information, en fait ?» Comme tu disais, t'étais solitaire avec ton ordonnance.
Et ça organise pas vraiment la tête, l'histoire, nos narratifs en fait. Et le diagnostic, c'est ça que j'insiste un peu, c'est de dire justement, j'ai jamais vu, en tant que professionnel en fait, quand on donne ce diagnostic à quelqu'un, le pouvoir que ça a d'organiser la vie de la personne, c'est impressionnant. Il y a toute une phase, une transformation, une première onde de choc en fait, mais après, c'est super intéressant comment ça règle en fait. J'ai l'impression que c'est comme si on virait tous les bouquins d'une étagère en fait, de la vie de la personne, et elle les met en ordre en fait, en sachant justement quelle est la bonne position de chaque chose. Donc voilà, je voulais justement faire un commentaire sur cette question. Amandine? Ouais, mais je suis assez d'accord aussi. Pour avoir eu des expériences, j'ai fait pas mal de thérapie aussi, même si j'essayais de pas être dans le circuit, on va dire, un peu classique de la, je sais pas comment on appelle ça, psychiatrie ou psychologie ou je sais pas quoi. Enfin bref, essayer de trouver un peu des trucs alternatifs. Mais j'ai trouvé que en fait, ça isolait beaucoup. C'est ce que tu dis, Alex, quoi. C'est que ça isole dans ton petit truc là. Effectivement, bon bah voilà, t'es comme ci, t'es comme ça, mais voyez-vous, vous avez peut-être ce symptôme-là, ce truc-là, mais alors que du coup, à partir du moment où, je veux dire, j'ai pas eu de diagnostic ou quoi, mais en tout cas, en parlant avec Léo, et puis même avant, je me rendais compte un peu de certains trucs, notamment par le biais de... J'ai un enfant de 5 ans, et où je me rendais compte de trucs, et je me dis, ok, peut-être que lui, il est aussi dans ce truc-là, mais alors du coup, peut-être que moi aussi. Enfin, et du coup, il y a quelque chose, effectivement, c'est ça, ouais, qui rassemble et qui fait plus, même si c'est peut-être pas le bon mot, mais un peu un truc de communauté aussi, de pouvoir, ouais, se relier. Tu parles de choses que tu as observées chez ton enfant, Amandine. Peux-tu nous en dire un peu plus? Quels aspects partages-tu avec lui? Ouais, les prises de conscience, ça passait par, déjà par les sens hyper, développés. Donc chez mon enfant, c'est beaucoup voilà, le toucher, les sensations, ouais, du corps, le chaud, le froid, même les matières textiles, tous ces trucs qui dérangent, qui grattent, qui voilà. Mais aussi, parce que voilà, il me parle de la cantine, où il y a beaucoup trop de bruit et lui, ça le dérange beaucoup, de manger dans ces conditions-là, ça prend trop de place quoi, le bruit. Et chez moi, ça me faisait parallèle avec, voilà, moi, je sais que j'ai un odorat très développé, le sens du toucher aussi, pour moi, c'est un truc hyper fort. Donc voilà, mais ça passe aussi énormément par, l'hypersensibilité, émotionnelle, voire même, je dirais, je sais pas si c'est le bon mot, mais, une sorte d'intelligence, quoi, émotionnelle, qui est d'anticiper finalement aussi les réactions des autres, de savoir lire, ce qui passe finalement par le langage corporel, quoi. C'est, voilà, les émotions sur les visages, dans les comportements, mais du coup, ça donne aussi une hypervigilance qui parfois, enfin, je sais que pour moi, mais comme pour lui, je le vois aussi, finalement souffrir un peu de ça, quoi. Comme moi, c'est aussi, quelque chose qui est douloureux à vivre, quoi. Et ouais, c'est ça, c'est de s'adapter tout le temps à l'environnement dans lequel on est, aux personnes avec qui on interagit, tout ça. Voilà, je le vois beaucoup là-dedans et déjà à 5 ans, quoi. Me dire, quand il me raconte qu'il oui, c'est ça, il adapte son langage, ce qu'il dit. Il a déjà l'intelligence de se dire: «Ben, voilà, qu'est-ce que je raconte à telle personne?» Et voilà, donc c'est tout ça qui m'a fait prendre conscience, avant même, voilà, d'entendre parler de neurodivergence ou quoi que ce soit. J'avais déjà un peu des signaux là-dessus. Je sais pas si ça en fait partie, mais j'ai l'impression un peu. Merci, Amandine. Nous reviendrons régulièrement sur ces questions d'hypersensibilité sensorielle et émotionnelle. Elles sont centrales chez les personnes neurodivergentes. Mais pour le moment, je me tourne vers Pina. Pina, quelle est ta relation avec le diagnostic? Ah oui, alors de mon côté, et j'ai toujours, dans ce qui est le diagnostic, j'ai toujours mis la question ou le diagnostic en pluriel, une phrase de Oscar Wilde dite par Lord Wotton, c'est définir, c'est limiter.
Donc, j'ai toujours essayé de m'enfuir du diagnostic. Surtout avec une société où les personnes disent des diagnostics. et veulent savoir leur diagnostic. Et c'est bien, du coup. Mais on va dire, j'étais toujours encaissée dans des diagnostics professionnels, mais surtout pas professionnels. Jusqu'aux premières rencontres de neurolibération et lors du documentaire de, comment ça s'appelle, l'écrivaine. Babouillec. Exactement. Ça m'a traversé. C'était fort. Il avait non seulement une projection, mais aussi un... C'est ça, wow, mais de manière très très sensible. Et c'est là où j'ai commencé à coudre. Et j'étais aussi menée par mon thérapeute aussi à aller là-dessus et avec des outils pas conventionnels aussi, conventionnels et non conventionnels, et un peu dans la périphérie et dans la profondeur, mais pas du diagnostic, mais pas dans le diagnostic en soi. Là, c'était étonnant. C'était étonnant. Et les voir non seulement de manière limitante, mais plutôt des manières à dire, tiens, ça explique beaucoup de choses. Je ne restais pas que là-dessus, mais alors, quels sont les outils qui indirectement, lors de notre vie, parce que je parle en pluriel en ce moment, notre vie, on développe, comment les traumas aussi ont eu quelque chose là-dessus. Je me demande ça en ce moment. Puis, quels sont les outils encore, comment voir directement ça et encore développer plus des outils avec une conscience de ce qui c'est. Lorsqu'avant, c'était complètement... Je n'ai pas reçu le regard de la société parce que, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais on ne s'aligne pas trop avec le regard de la société. Donc, il n'a pas eu une espèce de culpabilité dans ma vie, mais il y a plutôt la question de pourquoi. Petite parenthèse. Le collectif Neurolibération est ouvert à tout le monde. La porte d'entrée pour nous rejoindre, c'est justement la rencontre dont Pina parlait. Cette rencontre, c'est le Quiéton, un moment en ligne lors duquel nous regardons un film et échangeons ensuite. Vous trouverez les dates du prochain Quiéton et le lien pour vous inscrire sur nos différents réseaux sociaux. Je me tourne vers le professionnel parmi nous. Alexandre, s'agit-il d'un diagnostic ou d'une identification ? Je voulais justement parler de cette question, de la différence entre l'identification et le diagnostic officiel. Et c'est gênant en fait de voir que cette identification, elle est conditionnée encore au pouvoir du psychiatre en fait, du neurologue qui peut dire « Ah, je te reconnais ici, donc vous êtes ça, vous êtes ci, papa. » Et finalement, quand on parle de la condition de fonctionnement de nos cerveaux, c'est, si je fais le parallèle, c'est comme de faire une personne black passer chez le dermato pour dire « Ah bien, alors je vois aussi la couleur de votre peau, machin, est différente, donc vous avez l'attestation de, voilà, vous êtes black. » Et je trouve ça bizarre en fait, parce que justement, ça nous conditionne de passer par le regard d'un professionnel qui n'est pas forcément préparé pour savoir saisir en fait toutes ces questions délicates et toutes les caractéristiques en fait qui nous nomment, en fait, qui nous décrivent. Et justement, j'aime bien cette tension entre l'identification et le diagnostic. Je suis pour l'auto-diagnostic, on va dire, c'est-à-dire l'identification. C'est mon histoire aussi. Moi, j'ai découvert à l'âge de 42 ans, j'ai 45, que j'étais autiste à cause de la pandémie,
Parce qu'en fait, comme j'étais complètement détaché de les liens sociaux, en fait, donc je commençais à revoir ma vie qui prenait un peu la même allure que quand j'étais enfant, complètement dans ma routine et dans mes intérêts spéciaux, tout ça. Et en voyant ça, j'ai dit, moi, il y a quelque chose de différent. Et aussi, j'ai découvert pendant la pandémie que j'étais dans un rapport toxique, on va dire, abusif. Et comme tu disais, Pina, on est plus susceptible, vulnérable au trauma, avec cette question qu'on a, cette difficulté à saisir la méchanceté, l'ironie, le sarcasme, la malice, tout ça. Donc je me suis dit, bon, alors il y a quelque chose là, et donc je fais mon diagnostic. Et après, oui, d'accord, comme je suis professionnel, j'ai dû passer par tout le schéma pour voir, bon, alors, est-ce que je suis bien cette personne-là? Mon père, qui est psychiatre, avait déjà perçu que j'étais surdoué quand j'étais petit. Il disait ça, mais je pensais que c'était une sorte d'éloge à mon enfant, il est surdoué, machin. Et je ne prenais pas ça en sérieux, je ne pensais pas que c'était une condition clinique, on va dire. Et dans ce sens, en fait, identifier, déjà, je pense que la surdouance, le fait d'être HPI, personne à haut potentiel intellectuel, et on va problématiser ça après, ça nous invisibilise aussi. Parce qu'à cause de nos capacités, de nos habilités, on passe. Ah non, mais lui, il est super extroverti, en fait, il parle bien, il est articulé, machin, et on ne voit pas nos difficultés, nos défis. Et je n'aime pas trop non plus parler trop de difficultés. Je pense qu'on a une façon toute propre à nous, en fait, d'avoir un rapport avec l'autre, avec l'espace, avec le temps. Ces trois dimensions-là, c'est la socialisation, c'est l'organisation de l'espace, c'est le besoin de routine, pour parler de l'autisme. Après, on va voir, il y a TDAH, il y a d'autres conditions neurodivergentes aussi qui vont moduler tout ça. Donc, je pense qu'il y a de ça. Donc, il y a un capacitisme qui invisibilise nos conditions. Et justement, j'ai dû passer par cette auto-identification pour après faire un diagnostic officiel. Mais je suis toujours pour cet effort. Et c'est pour cela qu'on parle d'une culture neurodivergente, de parler de nos conditions, de nous faire entendre, écouter par les autres, en fait. Les gens peuvent être sensibilisés aussi, de dire, mince, mais cette histoire-ci, ça me touche, ça me parle. Et finalement, avec ce fil, on commence à saisir le truc et finalement, on trouve la structure entière. Et dans ce sens aussi, ce diagnostic-là, je pense qu'il n'a pas ce pouvoir de limitation dans le mauvais sens, en fait. Je dirais plutôt qu'il donne un contour. Donc, différemment de cette limite, il y a un contour. Ah, c'est mon territoire. Moi, je connais finalement, j'ai fait le tour de mon île et je sais où je suis placé. Et c'est ça qui a été au moins pour moi libérateur. De dire, bon d'accord, donc ce territoire que je ne reconnaissais pas, on a déjà nommé bipolaire, on a déjà nommé dépressif, on a déjà nommé machin. Je dis, mais c'est autre chose. Et cette autre chose-là était invisible. Et finalement, cette nomination a fait apparaître en fait cette condition, le territoire que je suis, on va dire comme ça. Léo, tu souhaitais réagir? Moi, je refuse complètement ce mot diagnostic. Je prends un parallèle, c'est les luttes LGBT, et je dis, dans les années 60-70, il y avait un diagnostic de l'homosexualité. Et très probablement, dans ce diagnostic-là, on retrouvait non seulement des rapports avec le même sexe, mais également perversité sexuelle, pédophilie, enfin, il y avait tout un tas de choses qui, grâce à une lutte, maintenant, on n'associe plus du tout avec être lesbienne ou gay. Et je pense que c'est à peu près la même chose. Et depuis mon éveil par rapport à ces questions, quand je vais sur Internet ou quand j'ouvre le DSM et quand je regarde des documents médicaux sur l'autisme, tu lis quelque chose qui est équivalent à ce qu'on avait dans les années 70 avec, en fait, des choses qui n'avaient rien à faire là. Et c'est pour ça que on a besoin d'une culture, de construire une culture en commun, et donc ça se fait, à mon avis, par un mouvement politique. Et justement, ce mouvement politique, il a déjà commencé, il est plus fort dans beaucoup d'endroits du monde occidental et du reste qu'en France. En anglais, il y a beaucoup plus de documents, de médias, de voix qui s'élèvent de personnes neurodivergentes. Et en France, il y a quelques voix, notamment la Babouillec, mais Julie Daché aussi. Enfin, il y a des voix qui s'élèvent. Mais c'est vrai qu'il y a besoin de plus. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Et le mot neurodivergence, c'est pas un concept médical. C'est un concept politique. Actuellement, et pour moi, je trouve que c'est problématique. Je pense que ce concept politique, il est surtout utilisé par
les neurodivergents qui s'intègrent plutôt bien dans la société, autisme de type 1, anciennement Asperger. Mais attention, Hans Asperger était un nazi, donc arrêtez de nous donner le nom d'un nazi. Donc on dit autisme de type 1. Donc des personnes qui ont des difficultés, oui, bien sûr, mais qui souvent arrivent à s'adapter plus. Et les autismes de type 3 ou 2 peut-être ont moins accès à la parole. Et en fait, la neurodivergence, ça recouvre toutes les personnes qui, pour une différence au niveau du fonctionnement neurologique, ont des difficultés à s'adapter aux normes sociales. Donc, c'est très vaste. Vaste sujet, en effet. La neurodivergence est un concept qui fédère et crée une communauté. Bien qu'ancrée dans la recherche scientifique, comme en témoignent de nombreuses publications, elle relève souvent plus de l'identification que du diagnostic. En ce sens, peut-elle être vue comme une politisation des questions de santé mentale ? Une réflexion qui, en tout cas, mérite d'être approfondie. Nous continuerons d'explorer ce sujet, et bien d'autres, dans le prochain épisode. En attendant, chères auditrices et chers auditeurs, je vous invite à réagir à ce premier Égorama en m'envoyant vos messages vocaux sur mon répondeur au 00 33 6 24 41 00 42. Je reçois vos messages vocaux sur WhatsApp, Telegram ou Signal. C'est vous qui choisissez. N'hésitez pas à poser vos questions, partager vos commentaires ou vos suggestions de sujets pour les prochains épisodes. Bon vent! Culture neurodivergente est une production du collectif Neurolibération. Nous remercions chaleureusement le label Low pour son autorisation et dédions ce premier épisode à la mémoire de Suzumu Yokota.